ne créez plus de logo de nos jours. Pourquoi? Parce que le logo ne sert à rien. Imaginez une porte. Quand vous mettez juste la porte devant, on se dit que ça c'est une porte. Mais une porte sans maison, c'est juste une porte. Et le logo joue à peu près la même chose pour votre marque. Le logo, c'est un élément qui permet de reconnaître votre marque, mais il y a plusieurs autres éléments autour du logo que vous devriez savoir. Parfois, il y a des gens qui vont me demander très généralement de créer en fait leur logo. Ces personnes-là, quand tu les demandes comment est-ce que vous allez utiliser le logo, tu trouveras que c'est juste en fait que la personne a une idée de ce qu'elle veut comme logo, mais pas dans les détails. C'est-à-dire qu'elle ne répond pas à la question mission, vision, objectif pour sa marque et surtout les supports d'utilisation. Et souvent ça, ce sont des éléments qui sont très importants à prendre en compte. Pour vous dire que le logo, lui seul, ne pourra pas gérer certaines choses. Comme par exemple, si vous avez des besoins un peu plus poussés, comme des supports de communication, si vous avez qu'un fichier JPEG qui a été envoyé par le designer et que vous envoyez ça à un autre designer pour faire en fait des supports marketing ou des supports par exemple sur des produits digitaux, ça risque d'être très compliqué. Donc, la solution à cela, une première des choses pour un petit budget, c'est de créer en fait une charte graphique. La charte graphique, souvent on peut l'appeler comme ça va contenir en fait des informations sur l'utilisation du logo. Et pour cela, on va en fait créer d'autres éléments visuels autour qui sont par exemple la typographie qui est assez important. Dans la partie de la typographie, c'est quoi? C'est qu'on va parler de la police et de la famille de police qu'on va utiliser pour les supports visuels de la marque ou de votre entreprise. Et donc c'est pour cela que le logo va pouvoir fonctionner bien avec ça. Par exemple, et le designer qui va créer ça va peut-être choisir la typo en fonction du message ou de la cible. Par exemple, si vous vous adressez par exemple à des personnes ou que votre produit est un produit de luxe, on va utiliser des polices serif avec des empattements. Si la marque est aussi classique, ça va être pareil. Si vous êtes une marque de luxe, mais plutôt qui vous adressez en fait à des gens qui sont plus dans le cadre moderne, un peu comme les produits Apple, ça va être des trucs assez minimalistes. Donc, ce sont des réflexions qui vont être effectuées par le designer dans votre charte graphique. Maintenant, après, il y a la partie des couleurs. Les couleurs, il y a en fait ce qu'on appelle la théorie des couleurs qu'on va utiliser. C'est de voir en fait quel message envoie telle couleur et surtout on va tenir compte de de votre culture, de l'environnement de votre cible pour en fait faire ces choix-là. Et donc souvent, ça sont des réflexions qui sont effectuées. Et donc cette charte graphique-là va en fait constituer un élément de base que vous pourriez en fait envoyer avec le fichier de logo que vous avez. Et très généralement, ce que je vous conseille, c'est que vous devez avoir un logo soit en PNG, en un SVG ou même en PDF. Comme ça, très généralement, les logiciels de conception, que ce soit Illustrator, Affinity Designer, Vectorial, vont pouvoir en fait ouvrir ce fichier PDF là et d'aller récupérer la version vectorielle de votre logo. Je sais, je rentre dans des thèmes techniques, mais en gros, cette version vectorielle, c'est une version du logo qui ne sera pas dégradée lorsqu'on va zoomer ou lorsqu'on va utiliser le logo pour des supports d'impression où la taille va être énorme, que différent d'un écran d'ordinateur ou d'un téléphone. Et là, ça va être par exemple un fichier sur 3 mètres sur 4 par exemple, ou des fichiers de Kakimono sur 1 mètre sur 90, etc. Et donc là, votre logo va pouvoir bien apparaître. Donc très généralement, le contenu de la charte graphique, ça va être d'abord le logo, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire avec le logo, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec le logo. S'il y a des variations du logo, comme par exemple la version complète, la version iconographique ou bien symbole,
ou soit comment on va dire, la version déclinée sur en noir et blanc en termes de couleur ou bien en format badge, etc. Donc tout ça là, ça va être défini. Après ça, il y aura la partie de la typo comme j'ai parlé. Donc on va choisir en fait la famille de police avec les éléments qui vont avec. Puis après on va aussi parler de la partie iconographique, etc. Donc tous ces éléments là, c'est eux qui vont constituer votre identité visuelle. Vous voyez qu'on a quitté de logo à la charte graphique et on va parler de l'identité visuelle. Donc c'est la combinaison de ça. Et donc cette combinaison là, elle va garder par exemple sur la partie des couleurs ou dans l'identité visuelle, on va parler par exemple des émotions, de la tonalité des couleurs et des contrastes aussi. Après, on va aussi voir dans votre identité visuelle, le choix de la typographie va être basé sur des éléments comme par exemple la personnalité de la typo qu'on va choisir et la personnalité de votre marque que je vais vous parler un peu plus tard. Et puis en plus de ça, il y a la lisibilité de la typo qui est très très important aussi. Si vous choisissez une typo qui n'est pas assez bien lisible parce que vous pensez que c'est assez fun, ça va pas le faire. Et aussi il y a la partie hiérarchie, surtout en web design ou en app design, c'est-à-dire aussi dans le support comment on va dire éditorial. Il faut en fait choisir en fait une certaine hiérarchie, c'est-à-dire le titre doit être assez à 100 par exemple, et en Grèce on va dire moyen. Le corps de texte doit être en normal à 16 pixels, etc. Donc ça, ce sont des éléments. Donc après, pour aller plus loin, on a la partie iconographie et puis les motifs. Donc l'iconographie, ça va être tous les éléments, les petits icônes qu'on va utiliser sur votre site, sur les visuels, les réseaux sociaux ou encore sur les papiers en tête, en bas de page, ce qu'on va utiliser par exemple pour donner par exemple le numéro de téléphone ou l'adresse email. Donc ça, ce sont des éléments qui vont être la partie iconographique. Donc on va déterminer quel style utiliser. Est-ce que ça va être des icônes solides, des icônes seulement en forme de traits, etc. Et donc aussi ces icônes là, on va faire en sorte qu'ils soient non seulement cohérent, c'est-à-dire que ça, on va utiliser le même site, mais aussi que ce soit des icônes qu'on peut utiliser, que ce soit en format digital ou format d'impression. Donc encore dans votre partie d'identité visuelle, on va parler de la partie de l'imagerie, donc qui est très très importante. La partie de l'imagerie et puis les illustrations, c'est les images qu'on va utiliser. Donc le choix des images, même si on va télécharger des images sur des stocks photos ou qu'on va recruter en fait un photographe pour travailler sur des campagnes publicitaires ou autres, les choix d'images vont être déterminés. Tout ça, ça peut être mis dans la charte graphique ou avoir un document spécifique avec un petit guide des conditions ou des informations idéales pour aider en fait le photographe ou le designer qui va choisir les photos de tenir compte de ces éléments-là et l'utilisation aussi des informations, c'est-à-dire comment est-ce que la typo va apparaître sur les images, comment est-ce que le logo va être placé sur les images, quelle émotion ça envoie, quel style d'image on va utiliser. Après, souvent, il y a ce qu'on appelle le motion design aussi, qui est un élément assez important et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de marques qui mettent ça en avant, surtout avec l'utilisation des vidéos, les supports, les spots publicitaires vidéo. Donc, souvent, le motion design va être utilisé. Donc, il faut aussi déterminer des règles pour que le motion designer, quand il fait un truc directement, on sent que ça ressemble à telle marque. Donc, vous allez me dire pourquoi c'est important d'avoir tous ces éléments-là. Déjà, il y a la reconnaissance instantanée sur tous les supports, c'est-à-dire que quand quelqu'un voit vos visuels sur un panneau publicitaire et quand la personne va sur les réseaux sociaux, elle va voir vos visuels sur les réseaux sociaux, elle va sentir la même chose et quand elle va encore sur le site web, elle va sentir cette même cohérence, donc ça va lui permettre de reconnaître facilement. L'autre aspect aussi, ça va être la partie crédibilité parce que si vous avez une image professionnelle, ça envoie en fait un message d'une marque qui est crédible aux yeux de votre prospect ou de votre, comment on va dire, de votre contact, de votre cible. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent facilement se souvenir de vous. Par exemple, les gens qui rentrent en contact avec moi après un certain moment de contact, ils sentent en fait le côté professionnalisme, c'est pas pour me vanter, et aussi la partie de
de la couleur. Ma couleur préférée, c'est le bleu, et vu que le bleu match bien avec le message que je vais renvoyer parce que je travaille avec les clients à distance, donc la confiance est assez importante pour moi. Donc tous ces éléments-là aussi, la sophistication, ce sont des éléments qui font en fait lien direct avec le bleu. Et donc du coup, je me suis dit, ok, pourquoi pas prendre ma couleur préférée et l'appliquer à ma marque, vu que le message que je vais renvoyer à mes clients pour me faire confiance, vu que je travaille avec les clients à distance, c'est important. Et donc j'ai décidé de choisir le bleu depuis un moment déjà. Le bleu, c'est la couleur primaire de ma marque. Maintenant, si vous avez les éléments visuels, pour aller encore plus loin, vous devriez travailler sur une stratégie approfondie. Et cette stratégie-là, souvent, c'est comme une pyramide en fait. La stratégie, elle est en dessous, mais ce qu'on voit, c'est vraiment la partie visuelle. La stratégie, c'est en fait très important. Ça va vous permettre en fait de déterminer certains autres éléments. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là, c'est-à-dire qui vont constituer votre identité de marque. On a quitté du logo, charte graphique, identité visuelle. Et là, maintenant, on va parler de l'identité de marque. Donc, tous ces éléments-là sont inclus dans l'identité de marque. En plus de la partie identité visuelle, elle va constituer des éléments comme la personnalité de votre marque, c'est-à-dire les traits de personnalité, l'archétype de votre marque et aussi le ton de la voix de votre marque. Après, il y a le positionnement, la promesse que vous allez faire à votre cible, c'est-à-dire, par exemple, vous allez dire, par exemple, nous sommes une marque qui aide telle catégorie de personnes à résoudre tel type de problème dans leur vie grâce à ça, etc. Donc, ça va en fait faire en sorte que quand quelqu'un lit en fait ce message ou quand vous exprimez ce message devant quelqu'un, la cible, elle se sent directement concernée par le problème et elle voit que vous avez la solution, et après la résolution de son problème, c'est qu'elle va gagner. Après, on a le message et le storytelling qui sont assez importants. Donc, dans le message, on va parler de l'histoire de la marque, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a amené à créer cette entreprise. Puis après, on a la tagline qui est souvent utilisée, que les gens ils appellent souvent un slogan, mais c'est un peu différent d'un slogan parce que la tagline, ça c'est vraiment le corps, la grande idée de votre marque. Par contre, le slogan, ça peut être un élément temporaire qui va être utilisé pour des campagnes marketing, etc. Mais souvent, ce slogan-là peut devenir aussi la tagline de la marque, comme par exemple le cas de Nike qui dit « Just do it ». Il y a aussi la partie de la valeur, des valeurs de la marque. Par exemple, je vais citer 2 valeurs que moi j'ai pour mon entreprise, c'est le partage et puis la confiance. Voilà, c'est-à-dire le partage, c'est quoi? C'est que je crée de contenu, et aussi souvent avec le client, j'essaie d'être le plus honnête possible depuis la phase d'onboarding jusqu'à la phase d'outboarding, c'est-à-dire depuis les premiers contacts. Voilà, j'essaie vraiment de faire au client de sentir cette relation et aussi d'être honnête avec la personne. C'est pour cela que j'envoie en fait une proposition commerciale tout le temps, ou quand je fais une session avec le client, on essaie vraiment de détailler, de clarifier certaines choses avant de commencer. Et donc ça, ce sont des éléments qui sont importants. Et vous-même en tant que personne, il faut que vous ayez en fait un certain nombre de valeurs. Et pour votre marque aussi, c'est important qu'il ait ces valeurs-là. Même si les valeurs de la marque ne sont pas directement liées à vos valeurs personnelles, mais souvent il se peut que ça soit possible parce que vous êtes la personne qui est derrière la marque. Et donc, vous pouvez inculquer certaines de vos valeurs. Donc, pour récapituler un peu ce que je viens de dire et pour vous orienter un peu. Donc, le logo, en fait, c'est qu'une porte, pas une maison. Donc, quand vous avez un logo, sachez que vous avez besoin d'autres éléments pour vraiment faire ressortir tout ce que vous avez besoin de faire ressortir au niveau de votre cible sur votre marque. Et donc, pour cela, après le logo, vous avez besoin, par exemple, d'une charte graphique qui fournit en fait les plans, les détails sur les différents éléments dont vous avez besoin. Après ça, on a l'identité visuelle qui lui va être des éléments décoratifs. Et l'identité de marque, c'est vraiment quelque chose qui va donner vie à votre marque. Donc, c'est un élément qui est important. C'est-à-dire que toutes les réflexions, j'ai commencé du bas vers le haut, mais ça commence très généralement par une stratégie de marque. Souvent, quand vous contactez des designers,
pour créer en fait votre logo, ils vont vous demander, ils vont vous poser ces questions-là. C'est quoi l'objectif de votre entreprise? C'est quoi les missions de votre entreprise? C'est quoi les valeurs? Qui sont vos concurrents, etc. Le but de ces questions, c'est vraiment de comprendre réellement votre marque et de créer quelque chose d'unique. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sinon, vous pouvez aussi regarder cette vidéo où je vous donne 7 conseils pour construire une marque de renom. Et je pense que vous allez aussi l'adorer. Entre-temps, réfléchissez aux prochaines actions de votre marque en termes de stratégie, en termes de personnalité, en termes d'identité. Et surtout, ce que je conseille souvent aux gens, c'est de faire au plus simple, mais de rester professionnel. À très vite.